Bonjour, ici Forbitain d'iPhone 4G-Pro.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon tout nouveau iPhone 5S sorti le 20 septembre 2013 dans tous les Apple Store du monde. Pour commencer, c'est la version Silver. Voilà, vous pouvez voir les petites informations. Donc, pour la petite histoire, je voulais la version or, mais Apple a très fortement merdé en proposant que 10 versions or pour l'Apple Store de Strasbourg. Et c'était à peu près pareil dans tous les Apple Store de France, voire certains n'en avaient même pas. Donc on retrouve le 8 mégapixels avec le double flash LED. Tous les coques iPhone 5 seront à 99% des cas compatibles parce que ça prend pas beaucoup plus d'emplacement ce flash LED. La preuve, j'en ai 3 chez moi qui sont compatibles. Donc, ils sont restés sur du 8 mégapixels. On aurait pu croire qu'ils allaient mettre du 12 mégapixels, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Apple explique cela parce qu'ils ne font pas la course au plus gros. En effet, cela ne sert à rien de mettre un 12 mégapixels qui ne fera pas forcément mieux qu'un 8 mégapixels. Autant améliorer le flash, même si on aurait préféré un flash LED, par exemple. Avec un flash Xenon, pardon. Concernant l'avant, l'appareil photo de 2 mégapixels HD, le capteur de luminosité et de mouvement et le parleur. Donc, le bouton Home avec l'anneau. Donc, si vous prenez un film de protection, bien vérifier que l'emplacement haut soit bon pour les films compatibles iPhone 5 et iPhone 5S. Si ça cache, ce n'est pas trop grave, tant que ça cache pas le parleur. La qualité sera un petit peu moins bonne, mais il n'y aura pas de grosse différence. C'est surtout le bouton Home qui ne doit pas être caché. Donc si le film cache le bouton Home, faire un découpage proprement, ou mettre à la poubelle le film et attendre un film compatible. Pour les films en verre, mais c'est bon pour la poubelle. Donc le bouton Home marche parfaitement, et surtout le bouton digital. Vous voyez que si je mets une empreinte qui n'est pas la bonne, il va me demander de réessayer. Au bout de 3 fois, il demandera le mot de passe. Donc je pourrais rentrer le mot de passe pour avoir accès au téléphone. Si je mets la bonne empreinte, vous voyez que le téléphone est déverrouillé. Donc, pour un déverrouillage rapide quand le téléphone est éteint, on appuie une fois, on relâche l'appui, sinon ça va activer Siri, et on laisse le doigt dessus, comme ça. Et là, il est déverrouillé rapidement. Maintenant, est-ce que c'est aussi sécurisé que le mot de passe? Et est-ce que on pourra hacker facilement ce Touch ID? Donc, certains hackers disent qu'il est déjà hackable via des techniques avec de la colle, des feuilles, des imprimantes qui coûtent super cher que personne n'a chez eux. Donc, ce n'est pas le voleur lambda qui va faire cela. Donc, lui, c'est bien sécurisé à ce point-là. Pour moi, le vrai hack sera le jour où quelqu'un arrive à hacker le processeur A7 et dire j'ai hacké le Touch ID. Néanmoins, il est toujours possible de rentrer le mot de passe. Pour quelle raison? C'est inconnu. Donc tout bon hacker qui sait hacker un mot de passe pourra hacker le téléphone et avoir accès au Springboard. De plus, il y a un gros défaut qui m'énerve, c'est qu'à chaque redémarrage, le téléphone demandera la première fois le mot de passe et non pas l'empreinte digitale. Pour quelle raison? C'est aussi idiot. C'est idem dans l'Apple Store. À chaque redémarrage, il faudra rentrer pour le premier achat le mot de passe avant d'utiliser l'empreinte digitale. C'est comme si à chaque redémarrage, on oubliait notre empreinte digitale. D'après Apple. Donc, venons à l'appareil photo. De 8 mégapixels, comme dit tout à l'heure. On pourra faire des photos en mode carré, comme Instagram. Un mode panorama, qui est un peu difficile avec l'aiguille. Il ne faut pas avoir vu pour faire cela. Et le mode ralenti. Donc le mode ralenti est simple d'utilisation. Il suffit ici de bouger le curseur pour voir le mode ralenti. Et comme vous voyez, il est activé. Certes, il n'y a pas grand chose à faire au ralenti, mais vous voyez que ça bouge doucement. Donc, voici une photo prise dans le noir total. Vous voyez que le flash LED est quand même de très bonne qualité.
Donc pour revenir à l'appareil photo, vous pouvez redimensionner les vidéos. Pardon. Redimensionner les vidéos, s'il veut bien. C'est toujours difficile quand on fait une vidéo. Voilà, comme cela. Vous voyez que là, j'ai rapetissi. Après, on fera raccourcir. Et on pourra raccourcir soit l'original, soit un nouveau extrait pour éviter de gâcher l'original. Et vous voyez que ça a été raccourci. Le seul défaut de ce ralenti-là, c'est que si vous n'êtes pas en mode ralenti, qui donc est en 120 fps par seconde, qui prend donc beaucoup de place, pardon, vous ne pourrez pas faire de photo ralenti. Donc une vidéo normale ne sera pas ralentissable via le logiciel iPhone. Il faudra obligatoirement passer par un logiciel PC pour faire le ralenti. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas convertir cela. Ça aurait été bien parce que des fois on fait des vidéos et d'un coup il y a un truc qui se passe et on voudrait le mettre en ralenti et ce n'est pas possible. Concernant iOS 7, il y a donc le menu des réglages qui propose donc le mode hors ligne, le mode hors ligne avion, le mode Wi-Fi, le mode Bluetooth, le mode nuit et le mode verrouillage d'écran. Donc les fonctions iPod, ce qui est dommage qu'on ne peut pas activer la musique et que une fois la musique activée, les boutons ne marchent pas, du moins sur iPhone 5S. J'ai pu essayer, il faut obligatoirement passer par l'iPod. La lampe torche, qui n'est pas grand chose, mais c'est toujours un plus d'avoir la fonctionnalité lampe torche par défaut. Le minuteur, horloge, etc. Autant aller par là. Idem pour tout le reste. La calculatrice et l'appareil photo. Venons-en au Bluetooth et au Wi-Fi. Ce qui est dommage, c'est que quand on active le Wi-Fi, faut pas être dérangé, c'est qu'il n'y a pas une fenêtre qui s'ouvre comme sur Android, qui dit Wi-Fi Kevin, Wi-Fi Léo, et qu'on choisit. Quand le Wi-Fi est déjà connu, il se connectera automatiquement. Mais quand le Wi-Fi n'est pas connu, il faudra aller dans Wi-Fi, puis choisir le réseau. C'est un peu dommage parce que c'est perte de temps. C'est idem pour le Bluetooth. Donc, sinon c'est iOS 7. Donc, c'est la version 7.0.1. Donc le processeur M7, le coprocesseur pardon M7, eh bien je ne l'ai pas encore utilisé vraiment parce que je ne fais pas de sport vraiment pour l'instant vu que j'ai un problème de santé. Mais les premiers tests que j'ai pu faire donnent favorable ce processeur M7. Venons-en au processeur A7, le nouveau-né, 64 bits. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est vraiment performant? À vous de le dire. Moi j'ai remarqué un gain de temps, c'est vrai, plus performant, plus rapide, comme à chaque fois d'ailleurs. Néanmoins, le petit défaut, c'est que il n'y a pas d'application encore 64 bits, ou alors c'est vraiment des applications minimes qui ne sont pas vraiment utiles en 64 bits, et on ne voit pas de grosses différences. Il faudra vraiment attendre 1 an, voire 2 ans, voire plus pour avoir des applications 100% 64 bits et vraiment optimisées. La preuve, si je prends une application Color Ninja par exemple, il n'est même pas encore adapté à l'écran de l'iPhone 5, 5S, 5C. C'est pour vous dire. L'iOS 7 repart de zéro, ou presque. C'est plus joli, c'est plus fluide, je trouve, c'est plus sympa d'utilisation. Les messages, il n'y a toujours pas d'accusé de réception. C'est comme si Apple ne savait pas coder cette fonction-là. C'est un peu dommage qu'en 2014, il n'y ait pas d'accusé de réception pour les SMS. Niveau haut-parleur, on retrouvera donc le micro, le micro avec la prise jack, le parleur mono, dommage qu'il n'y ait pas du stéréo, et l'emplacement chargeur Liveskin. Donc, venons à Siri. Météo. Voici les prévisions météo entre aujourd'hui et mardi prochain. Donc vous voyez déjà, il y a une femme. Et vous voyez que c'est super fluide, rapide, et que ça marche super bien. Maintenant, je vais lui demander de chercher une boulangerie, un restaurant, une pharmacie, et vous verrez qu'il les trouvera facilement. Par exemple, pour boulangerie, je vais dire où chercher du pain. Je vous ai trouvé 13 restaurants, un peu éloignés de vous. Ah, c'est pas ce que je voulais.
ou acheter du pain. Voici 2 boulangeries plutôt Voilà. proches de l'endroit où vous vous trouvez. Et là, elle va trouver 2 boulangeries. Par exemple, je vais aller à la pâtisserie Eilish. Donc, je vais lui dire, emmène-moi à la pâtisserie Eilish. Calcul de l'itinéraire jusqu'à pâtisserie Eilish. Et là, vous voyez qu'il va calculer et qu'il va le démarrer via plan. Moi, la localisation est impossible parce que je suis en mode avion. Mais il aurait calculé parfaitement. Trouve-moi une pharmacie. J'ai trouvé 3 pharmacies relativement proches de l'endroit où vous vous Et trouvez. vous voyez, c'est simple, c'est rapide. Là, pour aller sur Internet, par exemple, je prends Google Chrome. J'aurais dû ouvrir, mettre pharmacie. Et mettre Dorlisheim par exemple. Pour avoir des pharmacies, après me proposer une liste. Alors que lui, là, Siri, me propose vraiment les 3 pharmacies les plus près, c'est plus facile, et après on peut y aller directement. Trouve-moi des restaurants. Je vous ai trouvé 10 restaurants dont 8, assez proches de vous. Vous voyez, c'est fluide, c'est simple. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui demander d'autre? Je voulais lui demander quelque chose que j'ai oublié. Donc, trouve-moi un restaurant. Ah oui. Recherche Harry Potter sur Wikipédia. Et voilà. Vous voyez que là, il m'a cherché des informations. Après, je vais cliquer sur Wikipédia pour aller sur la page d'Harry Potter. Donc, c'est plus rapide aussi parce qu'il fallait passer par Google Chrome, taper Harry Potter pour aller cliquer sur Wikipédia. Là, il me trouve le truc. J'ai quelques petites informations. J'ai peut-être trouvé ma réponse. J'ai plus besoin d'y aller. Mais ça marche pour tout ce qui est sur Wikipédia. Bien sûr, si ça n'existe pas sur Wikipédia, il ne le trouvera pas. Trouve-moi Daniel Craig. Le fait est que je ne peux pas effectuer de recherche parmi vos apps. Pardon. Trouve-moi sur Wikipédia Daniel Craig. Je ne parviens pas à trouver d'aller travailler sur Wikipédia. Vous voyez, des fois, il y a des petites merdes. Trouve-moi l'acteur Daniel Craig sur Wikipédia. Je n'ai rien trouvé sur Wikipédia. Vous voyez, des fois, il ne comprend pas bien. C'est le petit défaut. On pourra modifier manuellement le texte. Par exemple, mettre Wikipédia et la modifier. Je n'ai rien trouvé sur Wikipédia. On ne trouve rien. C'est quelques petits défauts encore, il a terminé. Par exemple, active le Wi-Fi. Oups, c'est déjà activé. La fonction Wi-Fi est déjà active. Désactive le Wi-Fi. Et voilà, je viens de désactiver Wi-Fi. Oups, je suis en mode hors ligne. Active le Bluetooth. Donc c'est vrai, parfois il est plus long. Active le Bluetooth. Et voilà, je viens d'activer Bluetooth. Donc pour ces petites fonctions là, c'est bien, mais ce n'est pas forcément plus rapide que d'aller dans le menu là et de cliquer dessus. Ça sera vraiment bien pour les fonctions qui ne sont pas proposées dans ce menu là. Donc, ouvre-moi une application Facebook. J'espère qu'il arrivera. Et là vous voyez qu'il ouvre Facebook. Donc, les icônes ont changé. Par contre, je comprends pas l'icône de Safari avec la boussole, c'est un peu idiot. YouTube n'est pas installé par défaut, c'est bizarre. Et la version de YouTube n'est pas optimisée à 100% pour l'iPhone 5S, je trouve. Je trouve qu'il y a des petites latences, des petits bugs, c'est un peu dommage. Nous allons maintenant au nouveau menu de fond de tâche. Donc vous voyez que c'est plus joli, on voit l'aperçu de l'application, c'est simple. Et si on en fermer, on peut en fermer une à une comme par défaut, ou fermer 3 par défaut. C'est plus rapide pour fermer. Certes, il faut avoir le doigté, là j'ai pas la bonne main. C'est plus joli, c'est plus simple. C'est encore une fonction prise sur Android, je trouve. Il y a beaucoup de fonctionnalités prises sur Android.
Mais ça ne me gêne pas plus que ça. Donc, la barre d'infos nous donne accès à aujourd'hui avec la météo, avec un petit texte, avec la météo de la journée, l'autre calendrier, la bourse, et à demain ce qu'on a. Tout, c'est tout le reste, c'est-à-dire les alertes, les messages, etc. Et les manqués, c'est tout ce qui est les SMS manqués, les appels manqués, surtout les appels, pardon, les appels manqués. Bourse Apple. Apple a fermé à 481 $ des États-Unis et 53 cents hier. On voit un SMS à maman. Que voulez-vous dire à maman? Dis-lui que je l'aime. Est-ce que je l'envoie? Vous voyez là par exemple. D'accord, je ne l'envoie pas. Là par exemple, ce n'est pas ce que je voulais montrer, c'est que Siri est un peu idiot. Je lui ai dit dis-lui que je l'aime, il a marqué lui que je l'aime. Normalement, j'aurais pensé qu'en disant dis-lui que je l'aime, il aurait marqué je t'aime. Parce que on voyait un SMS à sa mère dire dis-lui que je l'aime, c'est un peu bizarre. On voit un SMS à maman, je t'aime. Est-ce que je l'envoie? Annulé. D'accord, je ne l'envoie pas. Voilà pour Siri. Donc, en conclusion, est-ce que cet iPhone 5S vaut le coup? Est-ce que c'est une grosse arnaque ou pas? Est-ce que Touch ID est vraiment utile? Est-ce que le double LED est vraiment utile? Alors, voici une première photo avec le double LED qui a merdé. Je vous l'accorde. Voici dans la même pièce, un peu ailleurs. Dans le noir complet, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jeu, je suis pas acteur. Vous voyez que c'est quand même bien. On a presque l'impression qu'il fait jour. On voit bien les couleurs, c'est bien optimisé. Donc oui, ce double LED vaut le coup. Est-ce que le Touch ID vaut le coup? Oui, Touch ID vaut le coup, mais ce n'est pas sécurisant, c'est que gadget. Tant qu'Apple laissera le choix entre le mot de passe et ou le Touch ID, le mot de passe pourra être à câble et donc on aura accès au téléphone. Il n'est pas désactivable via le menu en lui-même. J'ai essayé de désactiver le mot de passe, mais si on le désactive, on n'a plus accès au Touch ID non plus. Et donc c'est un peu inutile et idiot de la part d'Apple d'avoir fait ça. Est-ce que Plan est vraiment meilleur que les versions précédentes? Plan est vraiment meilleur dans iOS 7, mais ça c'est pour tous les téléphones. Est-ce qu'il faut une version comme TomTom que j'ai payé à l'époque, comme Saji, comme Navigo et autres? Pas forcément. Si vous préférez avoir une version sûre, sans bug, TomTom, etc., fera le coup. Mais ça vous coûtera 50 €. Mais vraiment que si vous utilisez tous les jours, ou au moins une fois par semaine, TomTom. Si c'est pour utiliser Plan une fois tous les 5 jours, une fois tous les 40 jours, il se fera l'affaire, il marche super bien, il est fluide, une bonne voix, il est simple d'utilisation. Je conseillerais, surtout que vous avez Wise en gratuit, qui donne les infos trafic, les GPS et autres, les radars, pardon, qui est encore meilleur que Plan, je trouve, et en gratuit. Donc, préférez Plan, voire Wise, voire vraiment TomTom, en payant bien sûr, si vous l'utilisez très souvent. En conclusion, cet iPhone-là, je le conseille, oui et non. Je vais le conseiller pour toute personne qui a un iPhone de première génération, 2G donc, 3G, 3GS, 4S, je le conseillerais. Pour toute personne qui a un Android inférieur à l'iPhone 5, je le conseillerais. Toute personne qui a un Android iPhone, par exemple Samsung Galaxy Note 2, Note 3, S4, S5, le Z1, pas forcément. Vous pourrez passer parce que vous serez sur iOS, mais il ne sera pas forcément plus rapide, plus performant que votre version que vous avez là, parce qu'il est aussi à point que l'iPhone 5S. C'est vraiment que si vous voulez passer sur Apple qu'il faudra prendre ce téléphone là. Ce n'est pas pour avoir une meilleure qualité au niveau rapidité. Vous avez l'iPhone 5S, 5 pardon. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur cet iPhone là? Non, vous allez vous faire avoir, il n'y a pas de grosses nouveautés, ça ne vaut pas forcément le coup de claquer 600, 700, 800 € pour un nouveau téléphone. Alors que vous avez la version précédente. Je ne vous le conseille pas. Est-ce qu'il est encore utile de jailbreaker ce téléphone là avec toutes les fonctionnalités? Oui, il sera toujours utile parce qu'il y aura toujours quelques fonctionnalités comme les accusés de réception, comme améliorer la barre de tâches,
plusieurs petites fonctionnalités comme ça qui seront utiles. En conclusion, je suis content d'avoir fait mon achat. Je ne regrette pas. Ça ne veut pas dire que le prochain téléphone il sera à moi, là le prochain iPhone 6, ou quand je ne retournerai pas sur Android. Conclusion. Terminé. Petite anecdote. Si vous voulez l'iPhone 5S aux couleurs de l'iPhone 5C, attendez l'iPhone 6 qui s'appellera iPhone 6C sûrement, qui aura tous les caractéristiques de l'iPhone 5S dans un iPhone en couleur, et vous aurez un vrai nouveau iPhone 6 avec 3 trucs en plus. Donc, c'était Forbidden pour le forum iPhone4G-pro.com. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo là. N'hésitez pas à poster vos commentaires et vos avis pour que je m'améliore pour une prochaine vidéo. Merci.